Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. En continuant sur le modèle avec expansion de l'univers. Alors, le modèle qu'on a vu pose en réalité deux soucis. Le premier est appelé problème de l'horizon. L'horizon, c'est justement la distance jusqu'où on peut voir l'univers observable. Et c'est la distance que la lumière a parcourue depuis le début de l'univers. En fait, depuis l'époque de la recombinaison, quand il est devenu transparent. Mais cette période n'est pas si longue, elle ne dure que 380 000 ans, ce qui en réalité est très court sur l'âge de l'univers. Et donc, cet horizon est à 13,6 milliards d'années actuellement. Évidemment, quand l'univers n'avait qu'un million d'années, quand il est très jeune, l'horizon était à 1 million d'années-lumière. Or, la lumière va vite. Elle va à 300 000 km par seconde. C'est plus vite que la vitesse de récession, d'éloignement, des galaxies qu'on peut observer, même les très lointaines. Donc l'horizon grandit plus vite que l'expansion. Et la portion observable augmente au cours du temps. A l'inverse, en remontant dans le temps, euh, l'horizon diminue beaucoup plus vite que l'expansion, enfin la contraction, puisqu'on remonte le temps. Donc, en prenant deux points de l'univers, disons, par exemple, un point qui serait situé à 1 milliard d'années-lumière vers le nord galactique, et un autre point de notre galaxie, et un autre point, 1 milliard d'années-lumière vers le sud. Ils sont donc séparés de 2 milliards d'années-lumière. L'horizon fait 13,6 milliards d'années-lumière pour tout le monde, y compris pour ces points. Un de ces endroits, disons une galaxie située très loin, voit une zone de 13,6 milliards d'années-lumière de rayon, et donc voit l'autre zone qui est à 2 milliards d'années-lumière. Mais, en remontant le temps, arrive toujours une époque, puisque l'horizon rétrécit plus vite, il arrive toujours une époque où chaque point est en dehors de l'horizon de l'autre. C'est-à-dire que chacune de ces zones, même si elles se sont rapprochées en remontant dans le temps, à un moment donné, sont dans une zone observable qui n'inclut pas l'autre partie, qui est en dehors, parce que l'horizon a diminué plus vite, à la vitesse de la lumière. Donc, aucun signal lumineux n'a pu s'échanger entre ces deux zones avant cette époque. Et comme rien ne va plus vite que la lumière, localement, aucun signal, il n'y a jamais eu de contact entre ces deux régions avant cette époque, même si elles se rapprochent en montant dans le temps. Pourtant, le principe cosmologique dit que l'univers est homogène. À l'époque de la soupe de quark, dont nous avons parlé, l'univers était plutôt agité à cause de sa température colossale et des collisions violentes entre les particules. Et donc la température et la densité avaient tendance à bien s'homogénéiser. Ce que confirme d'ailleurs le rayonnement fossile émis plus tard, qui est remarquablement constant. 2,7 Kelvin dans toutes les directions. Mais comment nos deux régions ont-elles pu s'homogénéiser alors qu'elles n'ont même pas été en contact? Et on peut faire ce raisonnement avec n'importe quelle partie de l'univers. Et une partie, disons, presque jusqu'au rayonnement fossile au nord et celle au sud, n'ont pas pu s'homogénéiser ensemble. Alors pourquoi sont-elles si remarquablement semblables? Le deuxième souci est le problème de la platitude. Imaginons, pour en faire une image compréhensible, ce n'est qu'une analogie, que l'univers est globalement sphérique. Je parle de l'univers dans sa totalité, pas seulement l'univers observable. On peut le voir comme la surface d'un ballon qui gonfle. Je parle de la surface du ballon. Euh, donc c'est l'expansion, ça gonfle. Et donc la surface, pas l'intérieur du ballon, et la sphère, la surface, est à deux dimensions,
alors que l'espace ordinaire est à 3 dimensions. Mais bon, c'est plus facile à dessiner et c'est suffisant pour comprendre. Lorsque l'univers était à ses débuts, le ballon, la surface du ballon, l'univers, était plus petit, ou du moins une partie de l'univers. Et l'horizon étant très petit, puisqu'il rétrécit très vite en remontant dans le temps, c'était une petite zone, une petite calotte sphérique. Ça, c'était pour un point donné, l'univers observable. Et donc, elle paraissait, à cette époque, cette petite zone, quasiment plate. C'est un peu comme nous, à la surface de la Terre, quand on regarde autour de nous, on a l'impression que, hors les irrégularités, hein, comme les collines, les rues en pente, etc., mais que la Terre est plate, alors qu'en réalité, si on continue plus loin, évidemment, elle est sphérique. Mais l'horizon grandit donc plus vite que l'expansion. Et donc, après une longue expansion, on arrive à l'univers actuel, qui a grandi. La platitude, parce que le rayon de la sphère a augmenté, la platitude de la surface a augmenté, la surface est un peu plus plate, c'est moins courbé, mais l'horizon a grandi très vite, beaucoup plus vite que l'expansion. Et donc, pour l'univers observable, on doit voir une zone nettement courbée. La courbure locale de l'espace s'aplatit avec l'expansion, mais globalement, pour la partie observable, la courbure totale apparente doit augmenter au cours du temps. Or, les observations montrent que l'univers est remarquablement plat. Je parle évidemment toujours là de l'espace, sans tenir compte du temps, de l'espace-temps. Donc l'espace est, à grande échelle, est remarquablement plat, euclidien. Alors, difficile d'imaginer qu'il a toujours été strictement plat. Pourquoi? Parce que le principe cosmologique n'est vrai qu'à grande échelle. À petite échelle, il y a plein d'irrégularités. Il y a les présences des galaxies, des étoiles, qui elles-mêmes déforment l'espace-temps, donc l'espace, qui est légèrement courbé, ondulé, on va dire bosselé. Et donc, globalement, il n'y a aucune raison qu'il soit, comme par hasard, en faisant la moyenne de toutes ces petites déformations, comme par hasard, il serait strictement plat. Or, le moindre petit écart à la platitude aurait été amplifié par ce phénomène. Et on verrait la courbure actuellement, la courbure de l'espace. Pourquoi ne la voit-on pas? Pourquoi pas? Alors pour résoudre ces problèmes, on lança l'idée à l'époque, si je me souviens bien, c'était Alan Guth, mais j'en suis plus sûr, on lança l'idée de l'inflation. Rien à voir évidemment avec l'inflation monétaire, hein. On parle ici d'inflation de l'expansion. À ce stade, ce n'était évidemment qu'une hypothèse théorique, et même spéculative. C'était juste une idée, mais intéressante. C'est l'idée qu'au tout début, pendant une petite période de temps, on parle là d'une fraction de seconde, et ce pendant les tout premiers instants de l'univers, l'expansion s'est emballée. L'expansion a brusquement augmenté, très très fort, mais énormément, avant de vite revenir à sa normale, et de se comporter comme on le connaît maintenant. En quelque sorte, si on prend la constante de Hubble, celle-ci, donc si on prend une taille caractéristique de l'univers, l'univers était petit, hein, une portion d'univers si l'univers est infini, puis il y a eu l'inflation brutale, et puis après l'expansion normale. Et donc on a eu une brusque augmentation de la taille de l'univers. On parle ici, pour une zone donnée, d'une augmentation de la taille
de plusieurs milliards de fois. Vraiment colossal, fou. Évidemment, la vitesse de récession devient plus rapide que la vitesse de la lumière. Beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est un problème en relativité restreinte, mais pas en relativité générale. Où la relativité restreinte n'est valable que localement. Souvenez-vous, un petit voisinage infinitésimal de chaque point. Globalement, les vitesses ne respectent pas nécessairement ce principe à grande échelle. Et une minuscule zone déjà homogénéisée, parce que même si tout n'a pas eu le temps de s'homogénéiser, une petite zone a eu le temps de réagir avec son voisinage et de s'homogénéiser en température, en densité. Et cette petite zone s'est brusquement enflée. Et c'est cette petite zone dans laquelle nous sommes qui constitue une portion d'univers énorme, et en particulier notre univers observable. Et cette zone avait été homogénéisée. Donc, on voit un univers homogène, c'est le principe cosmologique. Premier problème résolu. Hop. De plus, une telle augmentation aurait tellement enflé notre ballon que même maintenant, donc en somme, au lieu d'avoir un ballon comme ça, à cause de la brusque inflation, on aurait un univers, un ballon comme ça. J'en dessine une portion et encore, donc portion, un grand ballon comme ça, et encore, même encore plus grand. Et la calotte actuelle serait toujours la même, 13,6 milliards d'années, et donc nous paraîtrait plate, et non plus toute courbée. L'inflation aplatit brutalement la courbure. Il l'aplatit tellement fort, à cause de cette augmentation si colossale, elle l'aplatit tellement fort que même avec l'amplification qui est ici, on observe toujours un univers plat. Et ce, quelle que soit sa courbure initiale. Même s'il était fortement sphérique ou très hyperbolique, avec une forte courbure, l'inflation est telle qu'on serait dans une zone observable, plate, actuellement, ou quasiment plate, tellement proche de la platitude qu'on ne pourrait pas voir l'écart. Donc jusqu'ici, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle était séduisante et elle intéressa beaucoup de physiciens, de cosmologistes. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur ces hétérogénéités à petite échelle, parce qu'elles apportent des informations utiles. Je vous remercie.